quitter un peu le féminisme pour rétrograder en quelque sorte, revenir à l'étape précédente, ou du moins à ce qui lui donne son cadre, sa cohérence, qui est l'égalitarisme moderne, dont le féminisme n'est qu'un aspect. Alors pour parler de l'égalitarisme moderne, il faut d'abord définir un peu la modernité. Bon, elle peut s'entendre de manière relative, on est toujours moderne par rapport à ses prédécesseurs. À ce moment-là, c'est ce que le commun des mortels conçoit comme la modernité, c'est plutôt la mode. Mais elle peut s'entendre aussi de manière plus précise et désigner à ce moment-là une rupture fondamentale dans la civilisation, comme le passage du paléolithique au néolithique, l'invention de l'agriculture. Et là, la modernité, celle qui apparaît à la Renaissance, disons, qui connaît tous les développements que l'on verra rapidement, c'est un changement, enfin, à mes yeux, du même ordre, enfin, c'est un bouleversement. Donc c'est ce sens-là qui va nous intéresser. Alors je cite mes sources, ceux qui m'ont inspiré, donc des auteurs comme Paul Hazard, très différents d'ailleurs les uns des autres, Paul Hazard, René Guénon, Marcel Gauchet ou Gilles Lipovetsky, peuvent nous aider à en saisir le sens. Selon ces auteurs, la modernité réside dans la remise en cause de l'idée de tradition, dans la valorisation du changement, dans l'apologie du progrès. Bon, ça c'est pour son contenu. Elle s'enracine dans le relativisme religieux, induit par les déchirements spirituels de l'Europe de la Renaissance, la Réforme, renforcée par le relativisme culturel né de la découverte des nouveaux continents, bon, 1492, découverte de l'Amérique, dans l'humanisme, dans le rationalisme des Lumières, dans la sécularisation croissante de l'Occident, qui voit se développer, donc, sur les ruines de la chrétienté, une civilisation matérialiste. Ce mouvement se poursuit avec les révolutions politiques, comme celle de 89, l'établissement de la démocratie moderne, l'idée de souveraineté populaire, les grandes idéologies, notamment les grandes idéologies rivales, le libéralisme, le socialisme, les totalitarismes. Pour la période contemporaine, Gauchet et Lipovetsky parlent l'un d'hypermodernité et l'autre de postmodernité. Donc ils décèlent une nouvelle phase. Hypermodernité, postmodernité. Alors, ils expliquent de manière assez similaire que les sociétés occidentales, fatiguées par la tension permanente qui avait été nécessaire aux grandes mutations et aux grandes révolutions de l'ère moderne, aspirent désormais à profiter paisiblement des acquis de la modernité dans une phase plus hédoniste, plus individualiste de ce mouvement historique. L'heure n'est plus au grand combat collectif, mais à la jouissance des fruits de l'émancipation des individus, à la recherche du bonheur conçu comme autonomisation de plus en plus grande, indépendance de plus en plus grande, autodétermination de plus en plus grande de l'individu. Alors cette aspiration à l'autonomie, que l'on peut nommer donc l'individualisme moderne, et qui s'accompagne d'un rejet de toute idée de subordination et de hiérarchie naturelle, avait déjà été diagnostiquée au XIXe siècle par Tocqueville, dans de la démocratie en Amérique, comme étant la grande passion moderne, la passion égalitaire. Donc l'homme moderne, et plus encore l'homme postmoderne, est acharné en quelque sorte à la destruction de tout obstacle à la réalisation de cette égalité. Alors d'où elle vient cette passion égalitaire ? Moi j'aurais tendance à suivre un peu Chesterton, qui écrit dans Orthodoxie « Le monde moderne est envahi de vieilles vertus chrétiennes devenues folles ». C'est-à-dire que ce qui était légitime dans un ordre, l'ordre spirituel, devient catastrophique dans l'ordre temporel. C'est-à-dire que cette idée de l'égalité de tous les enfants de Dieu devant ce Dieu unique, et cette égalité aussi devant le salut, cette universalité du salut, eh bien, ces idées-là transposées dans le domaine temporel, sécularisées, produisent cette passion de l'égalité. Bon, c'est l'analyse qu'on peut trouver chez Chesterton, auteur catholique. Finalement, c'est la même idée qu'on trouve chez Nietzsche, auteur pas très catholique, que l'on trouve chez Evola, auteur pas très catholique non plus, que l'on trouve aussi chez un contemporain comme Marcel Gauchet. Voilà. Donc, cette idée d'une sécularisation, finalement, d'une idée chrétienne.
Et quels sont les effets de cet égalitarisme? Il a entraîné d'abord la liquidation de l'ordre politique traditionnel, les monarchies, les castes, les ordres, toutes ces inégalités qui sont apparues odieuses. Il a rendu toute notion justement d'inégalité et de privilège impossible, y compris quand ces inégalités ou ces privilèges peuvent objectivement servir le bien commun. C'est bien ça le problème. C'est tout notre problème à nous, à l'AF d'ailleurs. Parce que tous les arguments de la tradition philosophique en faveur de la monarchie, ils restent valables, en théorie. Mais nos contemporains, s'ils les comprennent, n'y adhèrent pas, le plus souvent. Enfin, moi, c'est l'expérience que j'en ai. Parce que même s'ils peuvent comprendre, par exemple, que l'hérédité favorise l'indépendance du chef de l'État, pour prendre cet exemple, l'idée que l'on hérite du pouvoir par la naissance leur est insupportable. Donc, l'argument rationnel